Bonjour, bienvenue dans Igloo on Air, le mag de l'habitat pour le lancement de cette saison 6, une émission exceptionnelle avec Michel Maffesoli pour la 214e émission, plus d'1 500 000 auditeurs et nous vous remercions d'avoir été et d'être toujours aussi fidèles à Igloo on Air. Donc nous attaquons cette troisième partie, Michel Maffesoli. Je vais pour débuter, vous présenter en quelques mots. Donc, Michel Maffesoli, vous êtes né le 14 novembre 1944, vous êtes marié, vous avez 4 enfants, vous êtes membre de l'Institut universitaire de France, professeur émérite à la Sorbonne, directeur du centre d'études sur l'actuel et le quotidien, directeur du centre de recherche sur l'imaginaire, administrateur du CNRS, membre de l'Académie européenne des sciences et des arts, juste ou rien que ça. Vous êtes sociologue et philosophe. Vous avez développé un travail autour de la question du lien social communautaire, de la prévalence de l'imaginaire et de la vie quotidienne dans les sociétés contemporaines, contribuant ainsi à l'approche du paradigme postmoderne. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont Le temps des tribus et l'ordre des choses, et vous avez récemment publié en 2022, page de pub, je l'ai avec moi, L'ère des soulèvements, et en 2023, Le temps des peurs, Logique de l'assentiment et le dernier en date, Le Grand Orient, qui vous a valu quelques inimitiés et controverses, ainsi qu'une publicité relativement importante sur les réseaux sociaux, mais pas que. Vous avez un franc-parler et une liberté d'expression qui vous est chère. Votre qualité principale est tout de même d'avoir épousé une Alsacienne, et rien que pour cela, vous avez tout notre respect et notre compassion. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux de vous recevoir pour parler d'habitat sous l'œil avisé du sociologue et philosophe que vous êtes. Donc pour cette troisième et dernière partie, j'aimerais citer un passage que j'ai trouvé dans votre livre « L'ère des soulèvements ». J'aime bien parce que j'ai vu Bernard Pivot le faire tellement à la télé, je me suis dit un jour, j'y arriverai aussi. Je cite « L'analyse propre à la postmodernité constate-t-elle avec lucidité le renouveau de la notion de limite ? La frontière, le territoire, le terroir redeviennent d'actualité. Le lieu fait lien. » Vous évoquez aussi deux notions, l'enracinement dynamique et la ville-jungle. J'aimerais vous entendre sur ces thématiques et notamment cette phrase qui m'a touché, parce qu'elle fait sens pour moi, c'est le lieu fait lien. Vous voudriez bien nous développer ce concept ? Enfin, concept, si je peux l'appréhender ainsi. J'aime pas les concepts. Ouais, j'étais sûr que vous alliez me dire quelque chose pareil. J'aime les notions. Quand j'étais jeune, j'allais à Stuttgart et il y avait l'usine de Mercedes. Vous savez, le slogan de Mercedes, c'était Mercedes a une Begriff. Mercedes a un concept. J'ai dit, je laisse le concept aux métallurgistes. D'accord. Je m'intéresse davantage les notions, les allégories. Alors, attaquons cette notion. Alors, cette notion, vous m'avez dit quelle notion de le lieu fait lien, l'enracinement dynamique et la ville-jungle. Voilà, on va y revenir. Ce que j'ai indiqué, si vous voulez, c'est que c'est l'importance de l'espace et puis du temps. Voilà, c'est en ce sens que le lieu fait lien. C'est plus simplement quelque chose qui est lointain. C'est un terme qui va devenir de plus en plus important, le localisme. Où je disais à l'école de Palo Alto, la proxémie. La proxémie, c'est une relation entre l'environnement naturel et l'environnement social. Vous voyez, quelque chose qui rappelle tout simplement, et voilà ce à quoi ça m'a fait penser, au fait que la plante humaine, tout d'un coup, s'est rappelé qu'elle était une plante et qu'elle avait besoin de racines pour croître. Voilà. Et donc, c'est ce que j'appelais l'enracinement dynamique. Cet oxymore, c'était pour rendre attentif au fait qu'au-delà uniquement du temps, là-bas, un peu plus loin, etc., vous saurez réaliser la société parfaite, on vivait tant bien que mal ici et maintenant. Voilà. Donc, c'est ça le lieu fait lien, c'est l'importance du local, des racines, de l'enracinement. Et pour moi, c'est l'élément qui va être de plus en plus déterminant. Mais qui dit cela renvoie à des thèmes que vous avez soulignés, la frontière, la limite. On a dit depuis tout à l'heure, le territoire, par exemple, bien évidemment. Vous voyez, encore un mot latin. Allez-y. La détermination. On est déterminatio, en latin, chez les latins. C'était la frontière, c'est-à-dire ce qui délimitait le champ par rapport à l'indéfini du désert. C'est ce qui faisait qu'il y avait du blé, en quelque sorte. Donc, c'est parce qu'il y avait de la limite qu'il y avait de la vie. Alors que, justement, ce qui était illimité, indéterminé, qui n'avait pas de détermination, n'existait pas. Il n'y avait pas de vie à ce moment-là. Voilà, moi, ce qui me paraît revenir actuellement. Cette idée, encore une fois, de frontière, de limite, et qui va s'exprimer, encore une fois, dans l'enracinement, et qui va s'exprimer dans ce que j'ai appelé les jungles de pierre.
que sont nos mégapoles. Je ne sais pas si je vous réponds, mais voilà. Je comprends, oui, tout à fait. Et j'aimerais vous relancer sur cette notion d'urbanisme, d'aménagement du territoire. Finalement, quelles vont en être les conséquences selon vous? Un urbanisme empathique. Voilà Vous pourriez développer? je ne sais pas si je peux développer. Lisez mes livres. Je les ai lus, mais les auditeurs, ils n'ont pas tous lu. Non, mais et en plus, mes livres sont très ennuyeux à lire. Donc, de toute façon, ne prenez pas du temps à lire ces livres-là. Mais enfin, moi, je les ai écrits. Quand je dis empathique, c'est justement ce que l'on essaie de dire depuis tout à l'heure. C'est-à-dire où ce ne sera plus simplement la raison qui va prédominer, mais au contraire, le partage des affects, des sentiments, des passions. Ce néologisme qu'on en emploie en français, qui n'est pas dans le littré, qui est l'émotionnel. C'est ça l'empathie, fondamentalement. Et quand la philosophie allemande et précisément Max Weber parle de l'émotionnel, ce n'est pas une caractéristique psychologique. Là, je suis émotif. Mais l'émotionnel, c'est une ambiance dans laquelle on baigne. Voilà ce que j'appelle un urbanisme empathique. C'est-à-dire que de plus en plus, on va rechercher des ambiances dans lesquelles je me sens bien, fondamentalement. Je vous ai dit, c'est ça le quartier, fondamentalement. Oui. C'est ça la proxémie. Et c'est ça qui fait qu'on va... C'est en ce sens que mon image des tribus est une métaphore et pas un vrai concept. Les ethnologues me l'ont reproché. C'est-à-dire que pour moi, on va passer d'une tribu à l'autre. On va virevolter. Alors que la tribu classique, on est d'une tribu d'un sang sur la longue durée. Là, c'est pas le cas. On va virevolter. Je suis maintenant le professeur bon chic, bon genre avec la vêture ad hoc, et ce soir, je traînerai dans les boîtes malfamées de Strasbourg avec une autre vêture. Voilà ce que j'appelle, si vous voulez, des recherches d'ambiance et des sincérités successives. Je ne sais pas si je me suis bien comprendre. C'est ça, si vous voulez, le fait qu'on ne peut plus penser une politique de la ville d'une manière verticale qui vient du haut, mais pour moi, c'est ça la topique qui est en train de changer, l'horizontalité. Le fait que d'une certaine manière, avec d'autres, je vais vivre ceci à tel lieu, demain, telle autre chose dans tel autre lieu, etc. etc. La notion, elle est facilement compréhensible, elle est plus difficile à traduire quand on est un élu et qu'on doit penser sa ville, parce que la notion d'ambiance, comment la percevoir pour qu'elle se concrétise, et moi je me la projette en tant que constructeur de logement, elle est aussi difficile, parce qu'on ressent les choses, mais on le fait en fonction de soi. Donc, est-ce que c'est pas un petit peu tronqué? C'est sa propre perception de l'ambiance ou de la conception de cette notion d'ambiance. Et c'est cette traduction qui est difficile à mettre en œuvre. C'est peut-être pour ça que les politiques de la ville ont, pour une grande majorité, échoué. Il va falloir que vous débrouillez avec ça, cher ami. Ouais, mais j'ai bien compris que là, vous n'aviez pas... Non, c'est pas grand-chose à dire, sinon que, de toute façon, il faut renifler quelque chose. Voyez, et vos aménageurs, ou je ne sais plus trop, les responsables, etc., sont, de mon point de vue, totalement déphasés. C'est pour ça qu'ils vont être obligés. Et de plus en plus, on voit bien qu'ils sont obligés de s'ajuster à ce qui est là. Vous voyez, deux logiques. La modernité, Nietzsche l'a bien montré, c'est la logique du devoir-être, ce que devrait être le monde, ce qu'on aimerait qu'il soit, ce qui pourrait être, etc., etc. Une autre logique, moi celle que j'ai mis en place, enfin la phénoménologie dans la perspective heideggerienne, c'est ce qui est. Et il faut que le pouvoir s'ajuste à la puissance populaire. Le pouvoir institué doit s'accorder à certains moments à l'instituant. Voilà. Et donc, du fait, c'est difficile, cette dimension empathique, l'importance de l'ambiance, etc. Mais de plus en plus, ces jeunes générations vont vivre cela. Et dès lors, à certains moments, ils vont imposer cela. Puisque c'est eux qui... On ne peut pas tous les tuer, ces jeunes. Je sais pas. Enfin, disons que si tant est qu'on le fasse, on aurait des ennuis. Par contre, il va falloir s'ajuster à ces jeunes générations qui constituent la société de demain et, de mon point de vue, déjà la société d'aujourd'hui. Donc oui, il faut s'ajuster. Oui, il faut que le pouvoir s'accorde à la puissance. Voilà. Et on est dans un moment où c'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Alors, transition toute trouvée pour cette dernière question. Est-ce que vous pensez que nos élites soient à la hauteur justement des enjeux liés à l'habitat, à l'urbanisme, à l'aménagement du territoire, et peut-être plus largement, parce que je sais que vous n'allez pas vous limiter forcément aux 2-3 thèmes que je viens de vous donner sur les élites. Parce que là, vous avez des choses à dire. Bof. Ah si. Ah si. Oui, j'ai écrit avec cette pauvre dame là qui est mon
épouse, Hélène Schroll, un livre qui s'appelle La faille des élites. Elle est tout ce que je hais, Hélène, d'une certaine manière. Elle est énarque, rationaliste, en fait, tout ce que je ne suis pas. Mais elle est alsacienne, c'est ce qui me plaît énormément. Voilà. Ça sauve le coup, vous allez me De dire. ce point de vue, c'est On est parfait. d'accord. Mais dans La faille des élites, on a montré que, justement, elle en étant, puisqu'elle est énarque, d'une certaine manière, moi je suis rien du tout, mais on a montré que ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est ça les élites, pouvoir de dire et de faire, politique, experts de tout genre, journalistes, hauts fonctionnaires, etc., à certains moments restent sur les grandes valeurs modernes, en gros. Ils font des incantations. On chante quelque chose dont on n'est pas convaincu. C'est ça l'incantation. Moi, je dis toujours, on ne parle jamais autant d'amour que dans un couple qui va se séparer. Voilà une incantation. Et eux, ils continuent à nous seriner toute une série de choses, de la démocratie, valeurs républicaines, laïcité et autres fredaines de cet ordre. Et du coup, ça ne marche pas, ça. Et on voit bien l'abstentionnisme important qui est en jeu actuellement. Ce qu'on n'ose pas dire, c'est que dans les 52% d'abstention, il y a 84% de ces jeunes générations de 18 à 34 ans qui ne votent pas. Et ce qu'on n'ose pas dire, c'est que, outre cela, il y a entre 3 et 4 millions de non-inscrits sur les listes électorales. Voilà quelque chose qui fait qu'il y a une faillite des élites. Voilà quelque chose qui fait que, d'une certaine manière, moi, aucune de mes filles est inscrite, par exemple. Vous voyez, ce pour dire que, et pas que ça, nombre de mes étudiants sont de même ordre. Voilà, c'est là qu'il y a une faillite, c'est-à-dire quelque chose qui n'est plus en phase avec l'esprit du temps, qui est désaccordé. Et on est dans ce moment tragique, à mon avis, où il y a cette espèce de désaccord qui fait qu'un président de la République, un député, représente 10% de la population. On n'est plus dans la représentation. Cette grande dame de la pensée qui était Hannah Arendt, quand elle parlait de la représentation, de l'idéal démocratique, elle disait « J'ai une représentation philosophique, j'arrive à vous convaincre, vous me donnez votre voix, il y a une représentation politique. » Comme il n'y a pas de représentation philosophique, comme il n'y a plus d'idées, un grand système qui ont failli, du coup, il y a une désaffection. Donc les élites, c'est fini. Les élites actuelles. Vous avez compris que, de mon point de vue, chaque société a besoin d'élites. Pareto, Vilfredo Pareto, ce sociologue, parlait de la circulation des élites. Nous sommes dans un moment de circulation des élites et il faut les chercher sur les réseaux sociaux, les blogs, les forums de discussion, qui pour moi, c'est ça la vraie définition de la postmodernité, synergie de l'archaïque et du développement technologique, c'est-à-dire la démultiplication des effets, archaïque, arché en grec, ce qui est premier, ce qui est fondamental, plus la cyberculture. Voilà ma réponse, c'est-à-dire que les élites actuelles ne sont plus en phase, ça sera de plus en plus déconnecté. Par contre, il y a lieu d'être attentif à ce qui pousse, ce qui arrive, ce qui croit, ce qui fait à bien des égards l'autorité de la société de demain. Bon. Donc c'est sur ces mots de conclusion plutôt optimistes, parce que je l'ai senti pessimiste, mais vous avez bien récupéré votre conclusion. Un grand merci, Michel Maffesoli, d'être venu spécialement pour nous voir dans cette émission Igloo on Air. Vous voyez, vous disiez, je ne sais pas ce que je vais pouvoir raconter sur l'habitat et le logement. Finalement, on ne vous arrête plus. Merci encore, j'étais vraiment ravi de vous rencontrer. On retrouve Igloo on Air, le Mac de l'habitat, alors sur toutes les plateformes de podcast, évidemment sur la plateforme de podcast de Top Music qui nous héberge, et on les remercie encore chaleureusement, sur la chaîne YouTube, enfin on nous retrouve partout sur la web radio, et je vous invite à nous suivre pour les prochaines émissions. Merci, à bientôt, ciao.